tous, j'espère que cette courte pause vous a fait du bien. En tout cas, on se retrouve pour déjà l'avant-dernière conférence de ce SEO Square 10, déjà. Depuis hier, vous l'avez vu, hein, on parle évidemment beaucoup de JO, des LLM. On a même pu parler de l'AI Mode un peu plus précisément plus tôt aujourd'hui. On n'a pas encore tant parlé d'AI Overviews que ça, et pour cause, AI Overviews, c'est pas encore disponible en France, ça ne saurait tarder. On espère en tout cas. Encore un peu de patience en tout cas. Mais en tout cas, certains n'ont pas attendu que AI Overviews arrive en France justement pour l'étudier de près. Et c'est le cas par exemple de notre prochain conférencier, Luc Amchouchang de chez Boril, que je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui. Comme vous l'avez compris, Luc, tu vas donc nous parler de l'impact de ces AIO et de ce que j'ai pu voir un peu en amont de l'événement. Tu vas nous donner des clés ultra précises pour mesurer leur impact. Donc, ça promet d'être hyper intéressant. Je vais pouvoir te laisser la place là pour entamer ta conférence dans quelques instants. Avant ça, quelques rappels classiques que vous commencez à connaître depuis hier, j'espère. Merci de faire preuve de politesse et de cordialité dans les échanges dans le chat, s'il vous plaît. Vous pouvez poser toutes vos questions au fur et à mesure de la conférence dans l'onglet questions, pas dans l'onglet chat. Comme ça, Luc pourrait répondre à la fin, justement. Et enfin, bien sûr, il y aura un replay disponible dans les prochains jours. Et puis, globalement, c'est bon pour moi. À toi de jouer. Bonne conférence et profite bien. Merci Alexandra. Alors, je vais démarrer le partage d'écran, ça devrait être bon. Donc bonjour, merci tout le monde pour votre présence. Donc pour la conférence intitulée donc, Moins de clics, plus d'impact, donc mesurer le SEO autrement à l'ère des AI Overview, mais de manière plus générale, hein, des IA de manière générale. Donc, je pense que vous avez déjà quand même bien décortiqué les notions d'AI Overview, d'AI Mode ou de LLM au sens large avec les intervenants précédents. Donc, je ne pense pas que ce soit pertinent de rajouter une couche supplémentaire sur les définitions, sauf si bien sûr vous avez des questions et dans ce cas-là, vous pourrez toujours les poser à la fin de la présentation. Mais rapidement, ici, ça c'est un screenshot du coup de l'AI Mode de Google, donc un modèle LLM qui vous assiste pendant votre navigation et avec qui vous pouvez converser. Et ici, donc les overview, donc les résumés IA générés en haut de la page des résultats. Donc voilà, comme le disait, donc ces nouveautés ne sont pas encore déployées en France, donc notamment dû à des raisons de réglementation, mais ça ne saurait tarder, donc c'est plus qu'une question de temps. Et ce qu'il faut, je pense, donc ce que vous avez sûrement dû retenir des précédentes interventions, c'est que globalement, l'IA, ça marque la fin d'un statu quo dans le monde du web. Et on est en train de vivre vraiment un véritable virage à 90 degrés où les parcours utilisateurs sont remodelés. Le SEO va devoir donc très rapidement se remettre en question. Il va falloir changer de stratégie et donc fatalement changer la manière dont on mesure la performance d'une stratégie digitale, enfin du SEO. Et c'est justement ce dernier point qui fera l'objet de toute cette conférence. Donc, nous, qui on est pour vous parler de ces changements? Donc, je suis Luc, donc web analyste chez Boril, donc une agence data marketing. Donc, on a des bureaux à Lyon, à Barcelone, à Toulouse. Et donc, c'est aujourd'hui depuis Toulouse que j'anime ce webinaire. Et donc, nous, chez Boril, notre mission, c'est donner un sens à la data. Donc, depuis 2020, on a accompagné plus de 400 entreprises donc, à transformer leurs données en moteur de croissance. Donc, des startups aux grands groupes, enfin, aux grands comptes, en passant par la PME, e-commerce, lead gen, du SaaS. Donc, en fait, on n'a pas forcément de secteur ou de business model type chez nos clients, si ce n'est vraiment une vraie volonté, finalement, de mettre en place une approche data-driven et commencer à exploiter tout le potentiel de leurs données. Donc ça concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre en place notamment une collecte de données, donc un tracking fiable via la BU App et Web Analytics. On va aussi créer des dashboards qui vont permettre de faciliter la prise de décision, la centralisation des données avec la BI et DataVis. Et depuis récemment, donc l'activation de la data pour créer des scénarios email marketing ultra personnalisés, notamment avec la BU CRM et Marketing Automation. Donc, on n'est pas du tout finalement des experts en SEO, donc on est loin là des magiciens du référencement. Donc, mais on est des experts de la data. Donc, c'est-à-dire que notre quotidien, c'est analyser, interpréter la donnée, choisir les bons indicateurs de performance et comprendre leurs limites. Donc, en fait, durant cette conférence, durant cette session, vous n'allez pas découvrir des conseils d'optimisation SEO, GEO,
Mais donc, on va laisser cette mission, bien sûr, aux autres intervenants qui sont beaucoup mieux placés pour nous sur ce sujet. Mais ce que vous allez plutôt découvrir ici, c'est comment analyser l'impact de ces changements sur votre propre site, sur votre stratégie marketing et sur votre business de manière générale. Donc, j'espère que vous n'êtes pas allergique aux graphiques, aux analyses, parce qu'il y en aura pas mal dans cette conférence. Des analyses que vous allez pouvoir d'ailleurs réaliser facilement de votre côté via une propriété GA4 et Google Search Console, même avec une configuration basique de chez Basique. Donc, c'est vrai qu'on a fait le choix, le parti pris d'utiliser les données de GA4 pour cette conférence parce que c'est l'outil Analytics le plus répandu sur le marché. Mais évidemment, vous retrouverez les données équivalentes dans vos outils, que ce soit Matomo, Piano, Piwik, pour ne citer que. Donc, l'idée, c'est de vous donner toutes les clés pour comprendre par vous-même ce que l'IA signifie pour votre business et à l'aide de vos données marketing dans vos outils Analytics. Donc, voici un peu le menu de cette session. Donc, les deux premières sections vont concerner l'impact de l'AI Overview sur les métriques traditionnelles du SEO. Et puis ensuite, comment évaluer l'impact sur votre stratégie SEO, sur votre business. Et les deux prochaines sections, ça va être réservé à l'analyse de la performance du trafic LLM, c'est-à-dire provenant des plateformes IA comme ChatGPT, Gemini, Perplexity, pour citer que ces exemples-là. Donc, comment, pareil, ce nouveau trafic impacte le SEO ou même de manière générale votre mix acquisition. Et ensuite, quoi mettre en place pour aller plus loin de ce qu'on va voir aujourd'hui. Et surtout, n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la présentation parce qu'on a une petite surprise pour vous. Donc, à la fin, on va vous partager une ressource qui va vous permettre de mettre en application ce qu'on va voir durant cette conférence. Donc, voilà, n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin. Donc, commençons par la première partie. Donc, comment l'AI Overview impacte les métriques traditionnelles du SEO. Donc, juste revoici un peu l'animal. Donc, l'AI Overview, donc c'est un encart, donc un résumé IA qui peut occuper pas mal de place sur l'écran, surtout en mobile, et qui va donc avoir pour conséquence de repousser aussi les liens organiques vers le bas notamment. Et donc ça, je suppose que vous l'avez certainement déjà vu avec les autres intervenants, mais les conséquences pour les métriques traditionnelles du SEO, ça va être le fait que votre taux de clic, donc le CTR, va s'effondrer, va s'effriter peu à peu, même si vous avez un bon ranking, c'est-à-dire que même si votre page web est positionnée en top 1 organique, ça ne veut plus pour autant dire que vous aurez un bon CTR. En tout cas, il va diminuer même si votre position reste stable. Donc voilà, on observe vraiment une décorrélation entre ces deux variables à partir du moment où l'IA Overview va arriver, puisque l'utilisateur, lui, il est satisfait, il sera probablement satisfait du résumé de l'IA, donc il sera moins enclin à cliquer pour venir visiter votre site. Alors là, on veut voir sur cet exemple donc une source de Practical E-commerce. Donc on voit que depuis l'arrivée de l'IA Overview, que le CTR diminue peu à peu, même si la position reste à peu près stable. Mais ce qu'on vous propose, c'est peut-être de visualiser ça de manière différente, avec un graphique de type nuage de points. Alors, c'est un graphique, je pense, qui est très peu utilisé, je pense, dans les dashboards, alors qu'il peut vraiment apporter des insights qui sont très intéressants. Donc, en fait, le nuage de points ici, vous avez l'axe des X qui représente le CTR, l'axe des Y, la position, le ranking, et chaque point bleu représente une date, tout simplement. Et ce qu'on peut voir, c'est que là, donc, les données actuelles, donc avant l'arrivée de l'AI Overview, on a un genre de DAMA au centre. Comment on lit ça? C'est en gros, quand vous avez une position entre la 10e et la 15e position, grosso modo, on a un CTR qui tourne entre 1,75 et 2,5%. Voilà le rectangle bleu, c'est ça que ça veut dire. Et en fait, avec l'arrivée de l'AI Overview, donc on a vu qu'on aura pour une même position un CTR plus bas. Et ça veut dire que vous allez peu à peu commencer à voir des points bleus se déplacer vers le rectangle orange. Donc, disons que c'est une manière peut-être un peu plus visuelle pour détecter l'arrivée de l'AI Overview dans votre secteur. Et une autre conséquence aussi, je pense que vous avez dû voir avec les précédentes interventions, c'est le fait que les impressions explosent, mais pas les clics, toujours dans ce paradigme du zéro clic. Alors, le pourquoi et du comment les impressions explosent, pour faire très bref, c'est parce que l'IA n'utilise pas de logique de mots-clés, mais une logique de compréhension sémantique
et d'intention utilisateur, donc ce qui fait que votre page peut désormais apparaître sur des requêtes que vous n'avez probablement pas initialement ciblées. Donc vos impressions augmentent, mais toujours la baisse de clics. Et donc ça, pareil, avec le même graphique. Donc ici, donc là pour l'instant, l'IA Overview n'est pas encore arrivé sur ce graphique. Donc là, on peut voir que les impressions sur l'axe des X et en ordonnée, donc l'axe des Y, donc c'est sur le nombre de clics. On voit que plus on a d'impressions et plus on a de clics de manière quasiment proportionnelle. Et avec l'arrivée de l'AI Overview, en fait, on va avoir beaucoup plus d'impressions, mais moins de clics. Donc, en fait, c'est la même chose. Les points bleus vont se déplacer dans le rectangle orange ici. Donc, en fait, rapidement, si vous décidez, par exemple, d'afficher ces deux graphiques à côté, ça permet de construire en quelque sorte un mini radar à AI Overview qui vous permet d'être peut-être plus réactif sur l'impact de ces technologies sur votre stratégie SEO. Donc, en gros, comment l'AI Overview va impacter les métriques traditionnelles SEO? Donc, dès lors que ça va arriver, en fait, avoir une bonne position, un bon ranking, ça ne voudra pas dire que vous allez avoir un bon CTR. De même, beaucoup d'impressions ne veulent plus dire beaucoup de clics. Donc, en fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça fait encore sens de se focaliser uniquement sur ces métriques qu'on avait l'habitude de regarder? Eh bien, en fait, une fois que c'est la prochaine section, du coup, une fois que vous avez vu que l'AI Overview impacte ces métriques-là, que vous avez détecté que l'IA arrive dans votre secteur, la première question, c'est déjà, est-ce que vous devez vous inquiéter? Donc là, la réponse, c'est ça dépend, parce qu'en fait, il y a plusieurs études qui montrent que donc ça, c'est bien sûr des données qui ne sont pas encore en France, vu que l'IA n'est pas encore arrivée, mais c'est un moyen de se profiter. Donc, on peut voir que le résumé IA va surtout impacter le domaine de la santé, de la maison et du jardinage, mais par exemple, pas du tout le secteur automobile, par exemple. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que l'impact va être inégal selon le type de requête. C'est-à-dire que ce seront surtout les requêtes de type informationnel qui vont être impactées et beaucoup moins les requêtes de type commercial ou transactionnel. Et ça, Google le confirme également, c'est-à-dire que Google aussi nous confirme que certes, il y aura moins de trafic, moins de clics sur votre site web, mais pour le peu de trafic qui va rester, en gros, ce sera un trafic de meilleure qualité, c'est-à-dire que c'est des utilisateurs qui seront déjà au préalable passés par une phase de recherche, de prise de conscience de leurs besoins. Donc, une fois qu'ils seront sur votre site Internet, en fait, c'est des utilisateurs plus matures avec une intention d'achat plus forte. Et donc, votre SEO, normalement, le trafic, il est de meilleure qualité. Donc ça marque un peu la fin d'une ère où on pouvait, entre guillemets, se cacher derrière le volume de clics. Donc, en fait, on doit maintenant prouver que les efforts SEO se traduisent par de la valeur métier. Donc, c'est pourquoi dans cette prochaine section, on va voir comment évaluer cet impact business réel de l'AI Overview et de votre stratégie SEO. Et ça va commencer par se recentrer sur les métriques d'engagement et de conversion. Alors ça, dans GA4, comment on fait ça? Donc, on va aller dans le rapport d'acquisition de trafic. C'est très important, acquisition de trafic et pas acquisition d'utilisateurs ou acquisition d'autres choses. Et vous pouvez également faire un filtre source égale organic search pour analyser la performance des sessions organiques sur un site web dans GA4. Qu'est-ce qu'on va venir regarder? Alors forcément, il y aura des métriques un peu évidentes comme le revenu, si vous en avez un de paramétrer dans GA4, les conversions, les sessions et donc du coup le taux de conversion. Mais aussi, on a également des métriques un peu plus secondaires dites d'engagement, comme le nombre de sessions engagées, le taux d'engagement, la durée d'engagement moyenne par session, le nombre de pages vues par session, le nombre d'événements par session. Et là, peut-être juste un rappel ou une petite précision sur ce que c'est qu'une session engagée dans GA4, parce que ce n'est pas forcément très clair. Donc, une session engagée, c'est tout simplement une session qui dure soit plus de 10 secondes, ou alors qui possède au moins deux pages vues dans la session, ou alors qui a réalisé un événement de conversion. Et si vous divisez ce nombre de sessions engagées sur le nombre de sessions totales, vous avez dans GA4 ce qu'on appelle du coup le taux d'engagement, qui est tout simplement l'inverse du taux de rebond, mais c'est comme ça que GA4 calcule cette nouvelle métrique par rapport à JAUA, ceux qui avaient l'habitude d'utiliser cet ancien outil. Autre précision également aussi, la durée d'engagement moyenne, ça aussi, ça peut porter beaucoup à confusion si vous utilisez cette métrique-là dans vos rapports.
Donc ici, par exemple, on a mis sur un graphe la durée d'engagement moyenne à gauche et à droite la durée moyenne d'une session. Et on peut voir que la durée d'engagement, ici de 1 minute 20, ne correspond pas forcément à la durée de la session qui peut aller jusqu'à 50 minutes. La différence, c'est que la durée d'engagement, c'est vraiment la durée, le temps où l'utilisateur est vraiment actif sur votre site, c'est-à-dire que votre site apparaît en premier plan sur son écran et votre site n'est pas en gros mis en arrière-plan ou sur un onglet qui est inactif. Donc, c'est vraiment le temps où l'utilisateur va scroller, cliquer sur votre site. Donc, ça, c'est la durée d'engagement dans GA4. Et donc, une fois que vous avez identifié ces métriques-là, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir, une fois qu'on aura détecté l'arrivée de l'AI Overview grâce à vos métriques Google Search Console, donc vous allez voir un décrochage, par exemple, du CTR ou du nombre de clics par rapport à vos impressions ou votre position, on va pouvoir comparer ces données dans GA4 à partir de cette date et puis voir comment ces différentes métriques évoluent dans le temps. Donc, normalement, la théorie de l'impact attendu, c'est que vous allez forcément avoir une baisse du volume de sessions SEO dans GA4. Et ce qu'on va venir voir, c'est par exemple, est-ce que cette baisse de volume, est-ce qu'elle s'accompagne d'une amélioration du taux de conversion, du taux d'engagement, ce qui est un signal positif, c'est-à-dire que ça valide quelque part l'hypothèse d'un trafic de meilleure qualité. Ou alors, si vous observez aussi que finalement, le taux d'engagement et le taux de conversion chute en même temps que votre volume de session, ça veut probablement dire que l'AI Overview impacte aussi négativement à la fois le volume et la qualité de votre trafic. Voilà. Et donc ça, bien sûr, il faut jongler entre les données de Search Console et GA4, donc ce qui peut être un peu laborieux. Donc c'est pourquoi nous, on recommandera toujours, bien sûr, de si possible, centraliser tous ces graphiques sur une même page pour avoir un coup d'œil d'ensemble assez rapide. Donc voilà, ici, c'est par exemple les graphiques de clics de CTR, d'impression, et en bas, les données GA4 de taux de conversion, par exemple. Et l'idée, c'est de voir si, au moment où vous avez un décrochage de vos métriques de SEO traditionnelles, vous observez une amélioration ou une dégradation de vos ratios d'engagement ou de conversion sur GA4. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc là, a priori, on sait évaluer à peu près l'impact que ça a sur votre site, mais c'est toujours pas actionnable. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter à la vue globale, aux métriques macro, mais par exemple, ce qui pourrait être intéressant, c'est segmenter cette évolution, cet impact en fonction des pages de destination, donc des landing pages ou du type de page. Donc ici, ça se passe dans GA4, donc dans le rapport page de destination. Donc, vous allez pouvoir appliquer aussi un filtre source égale organic search. Et l'idée, c'est de regarder parmi toute cette liste de landing page, laquelle a été le plus impactée depuis l'arrivée de l'AI Overview. Et une fois que vous avez isolé, par exemple, je dis une bêtise, un article de blog, par exemple, qui explique, je ne sais pas, comment dormir plus facilement, par exemple, vous voyez que cet article a été impacté massivement par l'AI Overview, beaucoup plus que les autres articles ou pages de votre site. Donc, l'idée, c'est de regarder dans la search, cette landing page-là, sur quels mots-clés, sur quelles requêtes cet article a été positionné. Et vous allez pouvoir rechercher manuellement ce mot-clé dans Google et pouvoir analyser le contenu du résumé que donne l'IA et pouvoir prendre une décision. Donc, quelle information est fournie dans le résumé? Est-ce que c'est complet? D'où proviennent les sources? Et en fonction, vous pouvez soit vous dire, par exemple, de soit renforcer votre contenu en ajoutant peut-être des informations plus riches ou des formats non résumables, comme par exemple des infographies ou des vidéos. Ou alors modifier l'angle du contenu aussi, donc pour viser des intentions peut-être de recherche plus transactionnelles que l'IA ne couvre pas encore, ou tout simplement déprioriser la page de blog si vous voyez que la concurrence avec l'IA, elle est jugée perdue d'avance, pour du coup reporter vos efforts ailleurs sur votre site. Donc voilà comment finalement évaluer un peu l'impact de l'AI Overview sur votre trafic SEO ou même sur votre business de manière générale. Donc vraiment se recentrer sur les métriques un peu plus d'engagement et business. Maintenant, ce qu'on va pouvoir voir, c'est un peu la même chose, mais pour le trafic provenant des plateformes IA, donc ChatGPT, Perplexity, Gemini. Donc ici, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que la théorie, les observations, en tout cas, ce que en tout cas j'ai commencé à comprendre, c'est que en théorie, les utilisateurs utilisent l'IA, ces outils de ChatGPT, pour se renseigner, pour mieux comprendre leurs besoins,
pour pour peut-être comparer un peu les différentes solutions qui existent sur le marché. Mais l'utilisateur l'internaute aura toujours besoin quelque part d'aller sur votre site web pour s'imprégner de votre marque, du copywriting, pour passer à l'action. Donc en fait, c'est pour ça qu'on dit en général que les utilisateurs vont utiliser l'IA top of funnel, donc pour faire de la recherche, mais que c'est le SEO qui va plutôt reprendre les internautes au moment de convertir, donc qui va récupérer les utilisateurs avec une intention d'achat beaucoup plus forte. Mais ça, c'est la théorie. Mais en pratique, on se demanderait pas, est-ce que les utilisateurs n'utiliseraient pas aussi l'IA à ce stade-là, hein, tout simplement pour acheter, tout simplement. Et c'est vrai que les observations aussi montrent quand même un changement de comportement, que les recommandations de l'IA ont un poids de plus en plus important dans la prise de décision de l'internaute, de l'utilisateur, et qu'elle est perçue comme une source d'autorité de plus en plus puissante ou de confiance, en quelque sorte. Et donc, c'est pourquoi, pour analyser comment votre marque est citée dans les résultats générés dans ces plateformes IA, il y a de nouveaux KPI qui sont proposés par le marché, donc avec plusieurs outils. On a l'outil notamment de SEMJ, par exemple, de SEMrush, Mint, pour ne citer que. Mais en général, c'est tout le temps les mêmes métriques qui reviennent assez souvent. Donc, parmi ces métriques, il y a la part de voix. C'est tout simplement la fréquence à laquelle votre marque apparaît dans les résultats générés par IA. Vous avez aussi les mentions citation, le nombre de fois où elle est mentionnée, citée. Si elle est citée, est-ce qu'elle est au début de la réponse, à la fin, par rapport à vos concurrents? L'intention qu'il y a derrière, si votre marque est citée, est-ce que c'était pour dans une optique de comparer les solutions, pour avoir des informations sur votre pricing ou autre chose, donc l'intention qu'il y a derrière le prompt. Et aussi l'analyse de sentiments, c'est-à-dire que votre marque, elle est citée, c'est bien, mais encore faut-il qu'elle soit citée de manière positive, parce que si elle est citée, mais de manière négative, ça va probablement être contre-productif pour votre activité. Donc voilà. Mais cependant, j'attire votre attention sur ces nouvelles métriques, parce qu'en fait, la question, c'est aussi quel est le sens de tous ces KPI, est-ce qu'on peut véritablement faire confiance à ces données-là? Parce qu'il faut savoir que les prompts utilisateurs qui sont, quand quelqu'un demande quelque chose à ChatGPT, ces informations, elles ne sont pas accessibles pour des raisons de confidentialité évidentes. Et aussi, il n'existe pas pour l'instant, en tout cas à notre connaissance, d'API publique, donc de connecteurs en quelque sorte, pour pouvoir savoir combien de prompts, combien il y a eu de prompts cette semaine, ce mois-ci, pouvoir le segmenter par topic. Ça, c'est encore une boîte noire, en fait, impossible d'y accéder. Donc, la question, c'est comment ces outils font pour remonter cette donnée, finalement. Et en fait, ces données sont issues de tests que ces outils lancent de manière automatique. Donc, ils vont lancer plein de prompts à ces plateformes IA. Et en fonction des réponses que l'IA va donner, c'est avec ça que les outils vont pouvoir faire des statistiques et du coup remonter ces données-là. Mais ça peut quand même poser des questions. Premièrement, la représentativité, c'est-à-dire que là, on parle de tests, mais est-ce que c'est 10 tests, 100 tests, 1000, 1 million? On ne sait pas trop. Et pareil pour la qualité des prompts de tests, on va vous dire dans les grandes lignes l'intention des prompts, on va mettre un thème, une étiquette dessus. On ne va pas vous montrer bien sûr tous les prompts de manière exhaustive. Et il y a de fortes chances que ce ne soit jamais le cas, puisqu'en fait, ça relève de la propriété intellectuelle de ces outils-là. Donc en fait, la question, c'est comment est-ce qu'on peut savoir si on peut avoir confiance en ces données, comment finalement vérifier leur véracité. Donc ça, c'est ce qu'on verra dans les prochaines slides plus tard. Mais pour le moment, donc, je vous propose de revenir à notre sujet. Donc, comprendre comment analyser le comportement de vos utilisateurs dans un parcours où l'IA est présente. Donc là, ce qu'on peut déjà commencer par faire, c'est se demander si les utilisateurs donc bas de funnel, donc avec une forte intention d'achat, utilisent l'IA pour interagir avec votre marque. Comment est-ce qu'on fait ça avec les données Analytics? Eh bien, ça traduit de manière Analytics, ça se traduit par est-ce que le trafic IA génère des conversions avec le modèle dernier clic, last click. Donc, le modèle dernier clic, last click, c'est tout simplement le modèle dans un parcours où il y a plusieurs points de contact. C'est le modèle qui va attribuer 100% de la conversion à la dernière touche, enfin le dernier point de contact juste avant la conversion. Donc, on va lui attribuer 100% de la conversion. Ça, c'est le modèle last click. Et ça, dans GA4, ça se trouve, alors encore une fois, dans le rapport acquisition de trafic. C'est vraiment très important de choisir ce rapport-là,
Si vous en choisissez un autre, ce ne sera plus le modèle last click. C'est ça qui est important à comprendre. Donc là, même, vous pouvez voir que quand vous allez dans ce rapport, en général, le nom des dimensions, c'est un peu source de la session, campagne de la session, enfin bref, quelque chose de la session. À partir du moment où vous voyez ça dans GA4, ça correspond au modèle last click, c'est-à-dire qu'on s'intéresse vraiment à la conversion qui a été générée durant la session. Donc, c'est vraiment le modèle d'attribution dernier clic. Ensuite, une fois qu'on a compris ça, le deuxième problème dans GA4 qui se pose, c'est qu'il n'y a pour l'instant pas de source par défaut qui est nommée Traffic IA dans vos sources de données. Donc ça, il va falloir le paramétrer votre GA4 pour faire en sorte que ça remonte de cette façon-là. Donc là, par exemple, vous voyez qu'en traçant une dimension, la dimension source support qui permet en gros de faire remonter les UTM qui sont collectés via votre site, donc des UTM qui comportent chatgpt.com, pour l'instant, ces UTM sont classés par défaut dans unassigned ou referral dans GA4. Donc, l'idée, c'est de savoir, alors pour des raisons de timing, je vais passer les prochaines slides, c'est tout simplement comment paramétrer dans GA4 pour faire en sorte de passer de ça à ça. Donc là, vous voyez que ChatGPT, cette fois-ci, il est bien classifié dans une source qui s'appelle Traffic IA, par exemple. Donc, c'est des slides, c'est vraiment des instructions à suivre de manière mécanique. Donc, je ne pense pas que ce soit pertinent de passer énormément de temps là-dessus. Vous allez pouvoir vous y référer après la conférence. Ou si vous avez des questions là-dessus, s'il reste du temps pendant le temps de questions-réponses, je serais ravi de vous montrer comment on peut faire ça. Mais c'est vraiment assez facile, il n'y a pas de complexité énorme. Mais une fois qu'on a fait ça, donc on a isolé le trafic qu'il y a, cette fois on a pu le classifier dans GA4. Qu'est-ce qu'on peut commencer à faire? Alors là, juste, si vous utilisez un outil comme Looker Studio, c'est la même chose. On peut faire le même filtrage, mais c'est juste que, encore une fois, c'est très important de prendre la dimension source de la session. Très important pour toujours cette optique de modèle last click. Mais du coup, une fois qu'on a fait ça, donc le trafic qui a isolé, qu'est-ce qu'on va regarder? On peut regarder déjà simplement comment évolue le nombre de sessions, le trafic. Donc, par exemple, pour cet exemple, pour ce client-là, on voit qu'il y a une petite poussée du trafic qui commence à début août, ici. Et là, ce qui peut être intéressant, justement, c'est de pouvoir comparer ce résultat-là avec les outils SEO, GEO qui vous donnent des métriques comme, par exemple, la part de voix. Est-ce que, par exemple, la montée du trafic IA que vous observez dans GA4, est-ce qu'elle est corrélée à une part de voix plus importante dans les outils que je vous ai cités précédemment? Donc, en quelque sorte, est-ce que vos outils racontent la même histoire? En fait, c'est un moyen pour valider en quelque sorte la fiabilité de ces nouvelles métriques. Donc là, j'ai pris l'exemple de la part de voix, mais ça peut être aussi, est-ce que les mentions négatives, si jamais vous voyez qu'il y a beaucoup de mentions négatives qui augmentent dans vos outils SEO, comment est-ce que ça impacte le trafic IA, les conversions IA dans GA4? Donc voilà comment vous pouvez jouer entre les deux tableaux. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est tout simplement voir dans votre trafic IA comment il est composé. Donc là, ici, pour cet exemple-là, on voit que c'est ChatGPT qui a le monopole pour l'instant des sessions et des conversions. Vers où redirigent les plateformes IA? Donc ça, c'est très intéressant aussi à regarder. Donc ça, pour ce client, on voit que le trafic IA redirige beaucoup massivement vers les fiches produits, en fait, les pages produits. Donc c'est vraiment le top performance. Donc s'ensuit ensuite les pages de blog. Et ce qui est intéressant ici, par exemple, dans cet exemple-là, c'est que la page de blog génère du trafic, mais le taux d'engagement comparé aux autres est relativement faible, en fait. Donc, on peut émettre plusieurs hypothèses, comme par exemple, est-ce que je ne sais pas, ça peut être des hypothèses classiques, un temps de chargement trop long, ou tout simplement la pertinence de l'article qui est assez faible comparé à l'intention derrière, ou alors l'effet résumé, un peu l'effet apéro, c'est-à-dire que les plateformes IA, ChatGPT, ils fournissent quand même de plus en plus souvent des résumés, des extraits directs avant même que l'utilisateur clique sur le lien. Donc, en fait, le besoin est comblé déjà à 90%. Donc, l'utilisateur n'a pas tellement de raison de lire l'article, si ce n'est juste pour vérifier la source, la qualité de votre site de manière générale. Donc, ce qui peut expliquer, par exemple, un taux d'engagement un peu plus faible. Mais encore une fois, ces données-là, ce qui est intéressant, c'est de les croiser avec ce que nous donnent les outils SEO-GEO. Donc, par exemple, ici, pour ce client-là, ça pourrait être j'observe dans GA4 qu'il y a beaucoup de trafic qui redirige vers les pages produits. Est-ce que c'est corrélé à, je ne sais pas, des intentions d'achat qui sont plus élevées en ce moment ou des choses comme ça, en fait. Donc, toujours
voilà, vérifier dans GA4 et dans ses outils pour encore voir si le tout est cohérent et raconte la même histoire. Donc ensuite, on peut essayer aussi de regarder, comparé au mix acquisition global, comment le trafic IA se positionne. Donc ici, vous voyez que trié par taux de conversion, le trafic IA, il est intéressant parce que il est classé dans la première moitié supérieure, donc juste avant le trafic SEO. Donc même si c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple pour ce client-là, hein, le trafic IA, c'est peanuts au niveau des sessions, en termes de taux de conversion, c'est quand même très intéressant. Donc ça représente peut-être une opportunité à explorer dans le futur en tout cas. Donc là, en fait, on vient de voir pour ce client, encore une fois, que dans cet exemple, l'IA performe beaucoup avec le modèle Last Click, donc avec le source de la session, et qu'elle pouvait rediriger vers des pages produits à forte d'engagement. Donc, ce qui prouve que pour ce cas-là, oui, les utilisateurs se situant en bas du funnel avec une intention d'achat assez forte utilisent l'IA. Et donc, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde ici. Donc, c'est pour ça qu'on vous encourage bien sûr à faire le même travail, la même analyse avec vos propres données. Et là, ensuite, on peut se demander la même chose, mais pour le haut de funnel. Donc, comment savoir si les utilisateurs haut de funnel, donc avec une faible intention d'achat, plus encore dans la phase de découverte, utilisent l'IA pour interagir avec votre marque. Donc ça, traduit en modèle d'attribution, c'est est-ce que l'IA, le trafic IA, génère des conversions avec le modèle premier clic, first click. Donc, modèle premier clic, c'est un peu l'inverse du last click. Donc, c'est-à-dire que cette fois-ci, on attribue 100% de la conversion au premier point de contact, donc la source qui a servi de porte d'entrée, en quelque sorte, dans le funnel utilisateur. Et c'est là où, dans GA4, il va falloir faire attention et regarder le rapport acquisition d'utilisateur. Donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui confondent un peu les deux rapports, qui pensent que c'est un peu la même chose. En fait, c'est vraiment différent. Les deux rapports ont vraiment, c'est le modèle first click et last click, selon si vous êtes soit utilisateur ou soit acquisition de trafic. Donc, c'est très important de regarder ça. Donc là, pareil, un indice, si acquisition utilisateur, que si vous regardez les dimensions qui sont utilisées, c'est des dimensions qui se nomment un peu première campagne de l'utilisateur, première source de l'utilisateur, premier quelque chose, donc premier clic, first click. C'est un moyen un peu mnémotechnique pour ne pas se tromper en fait. Donc là, par exemple, vous voyez que j'ai, pour ce client-là, sur la même plage de date, on voit qu'en haut, c'est le rapport acquisition utilisateur et en bas, le rapport acquisition de trafic. Vous voyez que les conversions pour le trafic IA, ça passe quasiment du simple au double. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important de bien faire attention à quel rapport vous regardez. Donc, dans Looker Studio, c'est la même chose. Si vous souhaitez faire un filtre, juste faire attention de choisir la source qui se nomme première source utilisateur et pas une autre. Voilà. Donc, une fois qu'on a compris ça, qu'est-ce qu'on peut regarder ? On peut comparer, une analyse qui est assez intéressante, c'est de comparer les conversions générées par le trafic IA avec le modèle first click et juste à côté, comparer ce que ça donne avec le modèle last click. Donc ici, pour ce client-là, vous voyez que en last click, l'IA génère quasiment 2 fois plus de conversions qu'en first click. Donc un client qui est dans le secteur de la billetterie. Donc en fait, ça traduit d'un point de vue business, de stratégie marketing, donc avoir plus de conversions en last click qu'en first click pour le trafic IA, ça veut dire que l'IA est plus présente en bas du funnel qu'en haut. C'est ça que ça veut dire. Donc là, pour la billetterie, ça peut être par exemple des prompts du type trouve-moi les places les moins chères pour le concert de tel artiste ce week-end, donc des prompts quand même assez transactionnels. Donc on pourrait s'imaginer que ça provient de là. Et donc ça, c'est des hypothèses. Mais encore une fois, comment valider ces hypothèses, renforcer en tout cas ces idées-là, c'est en comparant avec les données que nous donnent les outils de type SEO, GEO. Et vérifier s'il y a des intentions d'achat qui sont très fortes sur votre business. Donc là, ce n'est pas le cas pour tout le monde. On a un autre client où c'est un peu la tendance inverse. Donc, il y a légèrement plus de conversion first click que last click. Donc là, c'est un client dans le secteur de la nourriture pour animaux domestiques. Donc ici, ça veut dire si vous avez plus de first click que last click en termes de conversion, c'est-à-dire que l'IA est plus présente en haut du funnel qu'en bas. Donc pareil, ça pourrait être des prompts du type comment choisir des croquettes pour mon chien, enfin des requêtes un peu plus informationnelles. Et donc toujours pareil, à comparer avec ce que vous donnent vos outils SEO, GEO. Donc voilà un peu comment mesurer la performance du trafic provenant des plateformes IA. Maintenant, on peut se demander aussi comment est-ce que ce trafic impacte, travaille avec votre ensemble de mix acquisition. Est-ce que ce trafic-là va travailler en synergie avec le SEO ou est-ce que ça va le cannibaliser? Donc ça, comment est-ce qu'on fait?
Donc, on peut reprendre cette même logique-là, donc avec un rapport qui va vous donner les nombres de conversions first click vs last click à droite. Donc ça, c'est dans Looker Studio. Et ces deux graphiques-là, on va alors appliquer ce qu'on appelle le filtrage croisé, c'est-à-dire que dès lors que je vais filtrer sur le graphique à gauche, le graphique de droite va se mettre à jour en conséquence. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer dans le rapport first click la source trafic IA, et donc le rapport last click va se mettre à jour. Et là, ce qu'on vient de faire, alors, n'hésitez pas à poser des questions à la fin parce que c'est un peu de la gymnastique là-dessus. Mais en gros, ce qu'on est en train de dire, c'est une fois qu'un utilisateur a découvert votre site grâce à l'IA, donc il est arrivé pour la première fois, donc premier clic via l'IA, avec quel canal, quelle source est-ce qu'il va convertir à la fin? Juste avant la conversion, il va passer par quelle source? En gros, c'est ce schéma-là. Donc, vous avez l'IA au tout début, point d'interrogation, avec quoi il va convertir à la toute fin. Donc ça, c'est un peu ce qu'on vient de faire avec ces deux graphiques-là et ce filtre appliqué. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a encore une fois le trafic IA qui réapparaît en première position, ce qui veut dire que ici, pour ce cas-là, l'IA est efficace à la fois pour l'acquisition, mais aussi pour la conversion. Donc les utilisateurs trouvent et convertissent directement via ce canal, donc soit souvent lors de la même session ou d'une session ultérieure, mais toujours via l'IA. Mais en deuxième position, vous avez le SEO. Donc, ce qui montre dans cet exemple-là qu'il y a quand même une certaine complémentarité, je dirais, entre le trafic IA et le SEO. Donc, voilà comment on peut vérifier ça. Donc, voilà un peu comment vous pouvez voir comment ce nouveau trafic travaille avec vos autres sources. Maintenant, que mettre en place pour aller plus loin? Alors, bien sûr, toutes ces analyses-là, elles sont possibles uniquement la base, c'est avoir un tracking fiable et complet. Ça paraît assez logique dit comme ça, mais c'est vrai que nous, quand on accompagne nos clients, on peut se rendre compte que ce n'est pas parfois le cas. Donc, bien s'assurer de ça. Et ensuite, selon les experts, de manière générale, ce qu'ils nous disent, c'est que les IA, les résultats IA, semblent privilégier les marques avec une stratégie marketing omnicanal, donc avec des canaux diversifiés, mais proposant une expérience consolidée, on va dire, cohérente. Donc, le SEO l'expert SEO va devoir travailler avec les experts community manager, réseaux sociaux, ads, etc. Et donc, ça va avoir pour conséquence première le fait que le parcours utilisateur, déjà qu'il était un peu complexe aujourd'hui, il va encore plus se complexifier, du coup, si on parle là-dessus. Donc, il va y avoir de plus en plus de points de contact différents entre le début et la conversion. Et donc, ça, la question, c'est est-ce qu'on est capable de suivre l'utilisateur sur autant de visites? D'autant plus que pour le moment, ça, on se sert des cookies pour pouvoir faire cette consolidation, pour pouvoir identifier l'utilisateur parmi toutes ces sessions. Mais ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, avec le RGPD, les adblockers, les navigateurs type Safari qui sont assez stricts là-dessus, les cookies sont de plus en plus dépréciés. Donc ça, c'est pour ça que de plus en plus, il y a des clients, enfin des entreprises qui mettent en place le server-side qui permet notamment d'améliorer la précision, la fiabilité du tracking par rapport à ça. Ensuite, on a vu l'IA en haut du funnel, l'IA en bas du funnel, mais qu'est-ce qui se passe? L'IA est au milieu du funnel. Là, il va falloir peut-être utiliser des modèles d'attribution différents. Donc, on voit que ça commence à faire un peu de casse-tête là-dedans. Donc, ce que les entreprises mettent en place aussi, c'est ce qu'on appelle le MMM, donc Marketing Mix Modeling, modèle, pardon. Et en fait, c'est des analyses statistiques. En analysant plusieurs parcours de conversion, on arrive à attribuer un poids plus juste à chaque canal et avoir une vision héroïste beaucoup plus précise. Donc voilà, ça c'est une solution par exemple pour ce type de cas-là. Ensuite, c'est transmettre efficacement chaque effort avec le moins de pertes, c'est-à-dire que dès que vous avez beaucoup de sources de canaux différents, surtout quand vous arrivez à attraper un utilisateur qui vient du SEO sur votre blog, ne le laissez pas repartir un peu les mains dans les poches. C'est-à-dire que essayez de capturer au maximum soit son contact, donc via le mail, pour pouvoir ensuite le recontacter via de l'emailing, de l'ads ou du retargeting. Donc, dans cette perspective de toujours transmettre efficacement vos efforts sur toutes les roues de votre mix acquisition. Pardon. Et donc ça passe via notamment ce qu'on appelle une CDP qui permet d'unifier, de segmenter et activer toutes vos données first party. Et aussi, ça permet aussi d'être propriétaire de ses propres données, donc d'être un peu plus souverain à ce niveau-là. Donc ça, c'est des notions peut-être un peu techniques pour certains, mais sachez que en fait, c'est vraiment ce que les leaders du marché ont déjà mis en place, et c'est ce qui leur permet d'avoir une longueur d'avance sur leurs concurrents.
Donc voilà, pour si vous souhaitez aller plus loin. Et du coup, la surprise, c'est que là, vous avez vu dans cette conférence, on a vu pas mal de graphiques, d'analyses à faire. Et on sait que si on n'a pas l'habitude de mettre les mains là-dedans, ça peut être assez laborieux dans GA4 ou Clear Studio. C'est pourquoi on vous partage un dashboard clé en main qui, vous avez juste à le dupliquer et à connecter vos sources de données pour avoir les graphiques, tous les graphiques qu'on a vus précédemment dans la conférence, de les avoir avec vos données et avec bien sûr un guide d'installation, mais aussi de conseils pour pouvoir exploiter ce dashboard-là au max de son potentiel. Donc voilà, je vais voir si j'arrive à le partager dans le chat, le lien, comme ça vous allez peut-être essayer de le regarder. Mais en attendant, voilà, donc merci à tous. C'est la fin de la présentation. Donc je vais passer aux questions. Je vais juste essayer de regarder si je peux vous envoyer tout ça, enfin le lien du dashboard. Voilà, je le mets dans le chat. Donc vous allez pouvoir normalement, dites-moi si le lien fonctionne, mais normalement ça devrait fonctionner. Alors, pour passer aux questions, alors du coup, je crois que ça marche comme ça. Alors, à partir de quel volume de data? Alors, je vais essayer, parce qu'il y en a pas mal, je vais essayer de les prendre en triant. Ah voilà, donc les votes. Alors, voilà, ok. Donc, est-ce que vous pouvez réexpliquer pourquoi les impressions explosent? Désolé, je n'ai pas compris comment les reviews impactent le nombre d'impressions. Oui. Alors, attendez, je vais revenir sur les slides. C'était au tout début quand on parlait de l'IA Overview. Donc, on avait dit que les impressions explosaient à l'arrivée de cet outil-là. Donc, en fait, pourquoi est-ce que vos impressions vont exploser? C'est parce qu'en fait, les IA en fait, ne répondent pas du tout à une logique de mots-clés dans le sens où l'IA de Google comprend le sens et le contexte de votre contenu. Donc, c'est-à-dire qu'il ne va pas seulement regarder les mots-clés exacts qui se trouvent dans votre texte. Donc, en fait, elle va utiliser vraiment la compréhension sémantique, donc vraiment l'intention qu'il y a derrière votre contenu, et faire le lien entre des sujets connexes. Donc, par exemple, si je dis une bêtise, un exemple, plomberie, par exemple, le mot-clé plomberie, votre article il parle de plomberie. Si quelqu'un tape fuite de robinet, l'IA sait que fuite de robinet, ça, c'est un peu la même sémantique que plomberie, donc votre article a potentiellement des chances d'apparaître pour le mot-clé fuite de robinet, alors que vous n'avez pas forcément eu l'intention d'optimiser votre article sur cette requête précise. Mais l'IA vous affiche quand même là-dessus parce qu'elle trouve que ça fait partie de la même sémantique, de la même intention, donc voilà. Donc c'est pour ça que, de manière générale, c'est à surveiller. Hein. Après, c'est peut-être pas une vérité générale chez tout le monde, mais encore une fois, c'est en tout cas ce que les études révèlent, c'est qu'on voit quand même une augmentation des impressions de plus en plus à ce sujet. Mais voilà, je ne sais pas si j'espère que ça a répondu à votre question. Je vais passer. Alors, pouvez-vous confirmer que les données montrées ne concernent pas un site uniquement français, puisque oui, là, ces graphiques-là, effectivement, c'est vrai que j'ai peut-être oublié de le préciser, mais alors pas ceux-là, mais ce graphique-là, oui, effectivement, donc ça, c'est un site allemand, j'ai l'impression de la source, donc dans des pays où c'est déjà déployé, donc ils montrent vraiment le avant et le après. Pareil pour ce graphique-là. Donc ça, c'est les deux seuls graphiques de la présentation où ça concernait des sites où l'IA Overview est déjà arrivé, en fait, effectivement. Alors ensuite, quels sont les impacts mesurés déjà actuellement pour les web non marchands? Quels sont les impacts mesurés déjà actuellement pour les web non marchands? Je n'ai pas forcément... Parce que là, c'est-à-dire que est-ce que c'est une fois que l'IA Overview varie, parce que pour le coup, elle n'est pas encore arrivée. Mais alors la théorie, c'est que une fois que l'IA Overview va arriver en France, selon les études, encore une fois, hein, c'est peut-être pour se projeter, mais tout dépend de votre secteur, a priori, à ce niveau-là. Mais l'impact attendu, à vérifier, mais ce sera surtout en termes de SEO, je parle bien sûr, sur les requêtes de type informationnel. Donc, l'impact attendu, c'est que vos articles de blog, surtout, ils vont être impactés. C'est-à-dire que le volume de sessions SEO va
est censé baisser sur vos articles de blog, mais sur vos pages de type plus, si vous avez des pages de service, parce que web non marchand, c'est ça, donc des pages de service, votre page, votre homepage, tout simplement, va recevoir moins de clics, mais va recevoir un trafic plus qualifié. C'est-à-dire que si vous regardez dans GA4, normalement, le taux de conversion ou de taux d'engagement sur ce type de page, donc avec un contenu beaucoup plus commercial, transactionnel, c'est censé voir les performances s'améliorer dès que l'IA Overview va débarquer en France. Donc ça, c'est la théorie, bien sûr, de ces études. Encore une fois, on vous encourage à faire les analyses de votre côté pour voir si ça se valide aussi. Une question un peu en marge, comment on va se positionner? Alors, attends, je vais peut-être prendre par nombre de votes. Quel taux d'engagement minimum faut-il avoir? Ça va dépendre beaucoup de votre secteur d'activité. Je dirais que, en général, je dirais 50%, c'est déjà très bien. Enfin, en fait, la question, c'est en gros, quel taux de rebond ou quel taux d'engagement est-ce qu'il faut avoir? C'est la même question. C'est sûr que si on prend, par exemple, si vous voyez des pages avec un taux d'engagement, je dirais entre 0 et 30%, c'est qu'il commence à y avoir une grosse marge de progression à faire, ça, c'est certain. Mais je pense qu'arriver à un palier arriver à 70%, c'est quand même très difficile de faire mieux que 70% en termes de taux d'engagement. Donc, je dirais que 50, c'est une très bonne, voilà, un utilisateur sur 2, en fait, tout simplement. Un utilisateur sur 2 ou voilà, 7 sur 10. Mais encore une fois, ça, c'est à peser parce que ça dépend aussi, le taux d'engagement, bien sûr. Ça dépend de votre secteur, taux d'engagement. Par exemple, ça peut être des articles, plus vous avez un secteur un peu grand public, et donc forcément, avec beaucoup, beaucoup de trafic qui arrive, et plus forcément, vous allez avoir aussi beaucoup de trafic non qualifié qui arrive sur votre site, comparé à un site très niché qui génère très peu de trafic. Là, en général, le taux d'engagement est censé être plus élevé. Donc, encore une fois, il n'y a pas de chiffre, on va dire, de vérité exacte. C'est un peu de nuance. Il faut assez nuancer, mais dans l'idée, c'est ça. Si vous voulez une règle, c'est 50%. 30%, c'est quand même assez mauvais. Et 80%, 70%, c'est difficile de. Enfin, si vous voulez faire mieux, il va falloir investir davantage. Enfin, c'est beaucoup plus difficile d'investir là-dessus, quoi. Ensuite, est-ce que je peux pas trier par vote? Ça serait peut-être plus simple. Je ne sais pas. Les réponses de l'IA sont variables du fait de son fonctionnement. Comment lisser cette variabilité pour ne pas tirer de conclusions erronées? Donc c'est un peu, je suppose que cette question-là, c'est un peu lié à est-ce qu'il faut faire confiance aux métriques que les outils nous proposent. C'est une très bonne question, c'est en fait la question de la représentativité. C'est-à-dire que pour remonter tout ça, effectivement, on se base sur le nombre de tests pour pouvoir accumuler ces données. Donc forcément, si vous lancez 5 tests comparé à 1 million, le 1 million de tests, évidemment, les données sont beaucoup plus fiables et vont lisser cette variabilité-là. Donc après, à partir de combien de réponses IA, le chiffre, je ne pense pas qu'il y ait une science exacte là-dessus. Et en fait, je ne sais pas si je pourrais vraiment répondre à cette question, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, cette question-là, il faut tout le temps la garder en tête quand vous allez regarder ce genre de données, puisque effectivement, on communiquera a priori pas vraiment sur le nombre de tests, la représentativité, la taille de l'échantillon, en fait, pour ce genre de données-là. Donc effectivement, c'est pour ça que une bonne idée, une idée pour se faire, pour se faire une idée de la qualité de ces données-là, c'est toujours de les comparer avec ce que vous observez dans GA4, où vous savez que là, c'est des données qui remontent, qui est censé remonter vraiment de ce qui se passe réellement sur le site, où c'est vraiment des données provenant d'utilisateurs. Donc, a priori, toujours vérifier cette cohérence. C'est un peu peut-être un moyen de vérifier s'il n'y a pas trop de variabilité qui entre en jeu dans ce genre de métriques-là. Me Je vois revoilà, que Luc. Alexandre, yes.
La police du fun est là. Il est 49, ce qui veut dire qu'on va bientôt passer à la pause. Je te propose de choisir une toute dernière question, assez rapide et puis comme ça après on va pouvoir, laisser, le public partir en pause avant, la dernière du SSQ de ce SE de ce oh là là, de ce SEO Square, désolée. Ouais, alors réponse question très rapide, bah, allez, tiens, une question, bah, voilà, mais celle-là, je l'ai pas traitée, pourtant elle a beaucoup de votes, j'ai l'impression. Très intéressé pour la mesure du trafic dans GA4. Avez-vous un site où vous expliquez la mise en œuvre, s'il vous plaît? Ah oui, bah, alors sur le oui, vous pouvez, jeter un coup d'œil au blog, de boril.fr. Donc normalement, il y a une formation GA4 à ce sujet. Peut-être que ça nécessite un peu de mise à jour, mais dans les grosses lignes, ça peut être ça, oui. Mais sinon, si vous êtes assez intéressé, vous pouvez tout simplement, bah, nous contacter, et on vous donnera les ressources, adaptées ou même, voir discuter, pour voir si on peut jeter un coup d'œil, sur la qualité de votre tracking et vous donner des recommandations pour comment mettre ça en place, ouais. Impeccable, super. Et ben, merci beaucoup Luc, c'était hyper précis, hyper intéressant. Je vois dans le chat que ça a beaucoup plu, tu as eu pas mal de questions. Ouais, génial, Ça ouais. tu as amené à pas mal de discussions aussi, d'échanges dans le chat. C'est très intéressant. Donc encore merci. J'espère que tu as passé un bon moment en tout cas avec nous pour ce SEO Square 10. Nous, on était très contents de t'avoir à nos côtés en tout cas. Plaisir partagé, ouais. Merci de votre invitation et de nous avoir fait confiance également, ouais. Avec plaisir. Bon, et bien écoutez, c'est maintenant l'heure de la dernière pause de l'après-midi avant, donc vous l'aurez compris, la dernière conférence, non seulement de la journée, mais également donc de ce SEO Square. Et on ne parle pas de n'importe quelle conférence puisque ce sera celle de MP Digital, menée par Fred Joseph et Neil Patel lui-même. La conférence sera d'ailleurs en anglais, donc j'espère que vous avez bien révisé vos verbes irréguliers, be, was, been, tout ça. Et pour ma part, je vous retrouve dans une dizaine de minutes pour clôturer en beauté cette 10e édition du SEO Square. Et à tout de suite.